Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM. Donc pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois sur ce format, les matinales RSM, ce sont des webinaires le vendredi matin qui nous permettent d'aborder l'actualité de vos entreprises avec, en lien avec les larges domaines d'expertise de RSM, social, fiscal, RH ou encore financier. Donc, en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve avec une expertise financière puisque nous allons aborder la modernisation des états financiers et ses changements pour 2025. En petite introduction et avant de donner la parole à notre expert du jour, quelques mots sur le réseau RSM. Donc, nous sommes un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. En France, RSM, c'est un réseau de proximité présent dans les principaux pôles régionaux. Nous sommes 9e en France sur les missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. À l'international, RSM, c'est un réseau qui est également présent puisque nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Je n'en dis pas plus et je laisse la parole à notre expert du jour qui va se présenter et dérouler cette présentation du sujet. Merci, c'est pour moi. C'est à moi maintenant. Je Oui. m'appelle Vital Saint-Marc, donc je suis associé chez RSM, donc dans le département expertise comptable. Et donc on va parler ce matin de la modernisation des états financiers. Ce que je vous propose comme plan, d'abord revenir sur les fondements, les grandes lignes du règlement 2022-06 de l'ANC, expliquer pourquoi en fait on est amené à moderniser les états financiers, ce qui a été annoncé, puis ce qui est peut-être sous-jacent. Et on va s'intéresser essentiellement donc à deux points qui nous semblent les plus importants sur la modernisation. C'est d'abord la nouvelle définition du résultat exceptionnel. Et ensuite, la suppression de la technique de transfert de charge, qui était une technique chère aux gens relativement anciens comme moi, qui avaient appris la comptabilité issue du plan comptable 1982. Et puis après, on verra les autres modernisations, ce qui touche essentiellement le recentrage du nombre de modèles de bilan et de compte de résultats que l'on pouvait utiliser, mais en fait qu'on n'utilisait pas. Et puis la modernisation de l'annexe, donc avec une diffusion plus importante de tableaux normés dans l'annexe, parfois obligatoires, parfois facultatifs. Alors sur les fondements et les grandes lignes, ce que l'on peut dire, c'est que cette modernisation, enfin le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, est issu en fait du plan stratégique de l'ANC qui date de 2017-2019 et qui avait été mis en place d'abord pour faciliter la numérisation des comptes annuels. Vous savez que les grandes entreprises doivent numériser leurs comptes, donc c'était pour favoriser cette numérisation. Donc pour favoriser la numérisation, il fallait arriver à avoir un nombre d'états relativement restreint. Mais en fait, les grandes entreprises utilisaient toutes le même modèle, donc ce n'était pas le point le plus essentiel. Ensuite, c'était mettre à jour les comptes annuels et la nomenclature des comptes. Là, ça n'a pas réellement d'impact sur la numérisation des comptes, mais en revanche, ça a un impact sur la lisibilité que l'on peut avoir, non pas sur la présentation générale des comptes, mais plutôt sur le détail des grands livres. Il y a énormément de comptes qui n'étaient pas utilisés et le projet envisageait de supprimer un certain nombre de comptes du plan comptable. Et d'ailleurs, on est arrivé à une suppression d'environ 200 comptes. Et ensuite, c'était simplifier les modèles d'état financier. Donc ça, c'était peut-être au départ le modèle le plus important, c'est-à-dire donc limiter le nombre de modèles et puis normaliser encore davantage l'annexe au compte. Donc, les travaux ont été lancés en 2017. Ils ont abouti donc à une première consultation publique en 2020. Et puis, il y a eu donc ce règlement ANC 2022 qui porte pour l'essentiel, je vais revenir là-dessus, qui porte pour l'essentiel sur la nouvelle définition du résultat exceptionnel, la suppression de la technique des transferts de charges. Ça, c'est les deux points les plus importants qui vont changer
la vie, hein, si on peut dire, du comptable. Alors pourquoi on arrive là? A priori, ce n'est pas pour permettre une meilleure numérisation des comptes, pas du tout. C'est qu'en fin de compte, les grandes entreprises, plutôt les grandes entreprises, établissent des comptes consolidés. Et la définition qu'elles font du résultat exceptionnel n'est pas nécessairement la même que celle qui était faite dans les comptes sociaux. Or, les comptes sociaux, ils ont quand même leur importance, parce que d'abord, ils servent d'assiette à l'impôt, donc ils sont regardés par l'administration fiscale, et ensuite, ce sont ceux qui servent d'assiette à la distribution des dividendes. Donc, il y a quand même un intérêt. Même si le fait de reclasser un résultat exceptionnel en exploitation, ça n'a pas d'incidence sur l'assiette du montant des bénéfices distribuables, mais ça peut avoir un intérêt sur une assiette, non pas d'imposition sur les sociétés, mais de la CVAE. Donc on a pensé que la CVAE était un impôt qui allait disparaître, mais malheureusement ou heureusement, ça dépend où on se place, on a compris qu'il n'allait pas disparaître, en tout cas dans les prochaines années. Donc on a toujours cette question d'assiette, hein, donc de la CVAE, et il y avait eu des redressements relativement significatifs sur les entreprises qui utilisaient la définition qui était issue des IFRS, alors que l'administration leur disait, ben non, vous devez appliquer le plan comptable. Le plan comptable dit, ce n'est pas une définition plutôt économique du résultat exceptionnel qu'il faut réaliser, mais une application littérale du plan comptable, c'est-à-dire affecter les opérations en fonction de leur destination. Une pénalité est nécessairement une charge exceptionnelle dans le plan comptable. Donc, c'est la raison pour laquelle on est arrivé à moderniser, donc à modifier cette définition du résultat exceptionnel, pour qu'en fin de compte, il y ait une lecture plus pragmatique du résultat exceptionnel, mais on va voir que ça laisse beaucoup plus d'interprétations possibles pour l'entreprise qu'il y en avait avant. Et puis, la suppression de techniques de transfert de charges était une question de lisibilité. C'est qu'en fait, les entreprises, dans l'interrogation publique, ont mis en avant le fait que, en fait, il y a un problème de lecture avec le transfert de charges des soldes intermédiaires de gestion, puisqu'en fin de compte, on peut avoir des charges qui sont relativement en bas de l'agrégat et qui sont compensées par des produits qui sont mis en haut dans les reprises et transferts de charges, ce qui fait qu'il y a une lecture un petit peu compliquée, pas simple. Et donc, c'est pour ça qu'on en est arrivé à la suppression des techniques de transfert de charges. Alors, à partir de quand c'est applicable? C'est applicable pour tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, mais sur option, puisque le règlement ANC est sorti en 2022, et qu'en fin de compte, il y a eu un arrêté en 2023, il est possible de l'appliquer dès l'exercice ouvert le 1er janvier 2024. Donc, on peut appliquer la modernisation des états financiers dès l'exercice en cours, ou alors, à défaut, obligatoirement, à partir du 1er janvier 2025. Alors, ça s'adresse à qui? Eh bien, ça s'adresse à toutes les entreprises qui relèvent, dont les comptes relèvent de l'ANC, c'est-à-dire toutes les entreprises qui ont l'obligation de déposer des comptes annuels. Pour simplifier, on va dire que ce sont des entreprises industrielles et commerciales, mais en vrai, c'est toutes les entreprises qui relèvent du règlement ANC 2014-03, pardon. Et donc, c'est toutes les entreprises qui ont l'obligation de déposer des comptes annuels. Autrement dit, un EPIC, par exemple, est une entreprise qui va être dans l'obligation de déposer donc, des comptes annuels et donc qui est touchée par la modernisation des états financiers. Et puis, de façon un petit peu plus large, on voit qu'il y a également d'autres entités qui sont touchées par la modernisation des états financiers, c'est-à-dire toutes celles qui ont des comptes annuels qui sont établis par des règlements de l'ANC, qui sont en fait des adaptations du plan comptable général, comme par exemple les entités du secteur non lucratif ou des coopératives dites agricoles. Voilà ce que l'on peut dire en introduction. Et ce que je vous propose, c'est de passer donc tout de suite à ce qui est le changement, probablement le changement le plus important dans la conception que l'on peut faire de la définition des résultats exceptionnels. Alors actuellement, le plan comptable de 1982, et puis ces modernisations après, définit le plan comptable en s'appuyant sur la propre définition du Code de commerce, laquelle est quand même très, très sibylline,
puisque le Code de commerce nous dit que les produits et les charges sont affectés dans le résultat exceptionnel lorsque ce sont des produits et des charges dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise. Là, on peut s'arrêter 2 minutes et on peut se dire qu'en fait, la définition du résultat exceptionnel dans le Code de commerce, c'est une définition presque par défaut. Autrement dit, on doit savoir, quand on lit le règlement 123-192, on doit savoir ce qu'est un résultat courant de l'entreprise. Et on se dit, dès lors que ça ne rentre pas dans le résultat courant, ça tombe automatiquement dans le résultat exceptionnel. Et pourquoi je m'arrête là? Parce qu'en fait, lorsque les entreprises appliquent une définition qui est issue des règles IFRS, on peut dire qu'elles appliquent une définition qui est assez proche de ce que propose le Code de commerce. En revanche, le plan comptable général s'était quand même éloigné du Code de commerce, puisqu'on appliquait principalement le classement des opérations exceptionnelles selon leur nature. Je disais tout à l'heure qu'une pénalité, c'était nécessairement une charge exceptionnelle. On ne se pose pas la question. D'accord. Alors que dans la définition du résultat tel qu'il provient du Code de commerce, on doit se poser la question. Et donc, ce sont souvent ce qu'appliquaient les grandes entreprises, c'est le deuxième alinéa, des opérations non liées à l'exploitation courante. On voit qu'en fin de compte, il y avait 2 possibilités, et ces possibilités-là pouvaient faire grief. Alors, l'ANC nous propose une nouvelle définition. On nous dit que le résultat exceptionnel, ce sont les produits et les charges qui sont directement liés à un événement majeur et inhabituel. Ça, c'est la première des choses. Donc, on va voir qu'on va réfléchir en 2 temps. Premièrement, est-ce que l'événement en question est un événement qu'on peut considérer comme étant majeur? Si oui, on doit passer à la deuxième question. Est-ce que cet événement majeur est considéré comme étant inhabituel? Si on répond oui, on passe à la troisième question. Quelles sont les charges et les produits qui n'auraient pas existé dans l'entreprise s'il n'y avait pas eu cet événement majeur et inhabituel? Et ce sont ces seules charges et produits qui doivent être affectés dans le résultat exceptionnel. Donc, on a une réflexion en 3 temps. Et puis, on applique quand même toujours une dérogation. Il y a cette définition générale du résultat exceptionnel. Et puis, il y a donc les 3 dérogations. La première, ce sont les opérations à caractère purement fiscal. Par exemple, les dotations, les reprises aux amortissements dérogatoires. Ça ne provient pas de texte comptable. Donc, on nous dit, bon, comme ce n'est pas un élément de texte comptable, forcément, ça ne peut pas être lié au résultat courant. Donc, ça sera affecté obligatoirement dans le résultat exceptionnel. Donc, les opérations à caractère fiscal, les opérations comptables à caractère fiscal restent inscrites systématiquement dans le résultat exceptionnel. En compte sociaux. Ensuite, il y a les changements de méthode qui doivent être inscrits en compte de résultat. Dans ces cas-là, elles seront inscrites en compte de résultat exceptionnel. Et puis, ce sera la même chose pour les corrections d'erreurs. Si elles doivent être comptabilisées dans le résultat, elles seront dans le résultat dit exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un événement majeur? C'est la première réflexion subjective. C'est l'événement que l'entreprise va considérer comme pouvant avoir des conséquences sur la lecture des comptes par un tiers. Autrement dit, dès lors qu'il y a un événement qui pourrait entraîner une présentation des comptes différents s'il n'avait pas eu lieu, on doit considérer que cet événement était un événement majeur. À titre d'exemple, on peut dire mon entreprise est frappée par une grève. Ne pensez pas que j'ai mauvais esprit, mais je me dis, mon entreprise n'est pas la SNCF. C'est une autre entreprise. C'est une entreprise dans laquelle il n'y a pas souvent de grève. En tant que telle, est-ce que la grève est un événement majeur? Pas nécessairement, parce qu'il peut y avoir une grève dont les incidences n'ont pas d'impact sur le résultat, ni sur la présentation du bilan. Mais en revanche, si en fait mon entreprise a été fermée pendant 2 mois, ou tout au moins perturbée pendant 2 mois, il peut y avoir des conséquences qui sont des conséquences fâcheuses sur mon bilan et mon compte de résultat. Donc je vais considérer que ça, c'est un événement majeur, parce qu'il explique une lecture particulière des comptes. Et donc je vais même l'inscrire en annexe. En fait,
vous pouvez vous dire que ceux que vous sentez, enfin, les événements qui induisent une explication en annexe sont a priori considérés comme étant des événements majeurs. Donc ça, c'est la première question. Alors, je suppose que mon événement est majeur. La deuxième question que je dois me poser, est-ce que cet événement majeur a un caractère inhabituel? C'est encore plus difficile de savoir si c'est habituel ou inhabituel. Et là, heureusement, l'ANC nous donne une piste. Elle nous dit, est présumé comme étant inhabituel un événement qui ne s'est pas produit au cours des derniers exercices. Alors, c'est quoi les derniers exercices? On peut dire les 2-3 derniers exercices. Et puis qu'il y a des probabilités de réalisation ou de survenance relativement faibles sur les exercices suivants. Donc, si je reviens à ma grève, je regarde derrière moi dans le rétroviseur, il n'y a pas eu de grève sur les 2 ou 3 dernières années. Je me dis, en fait, eu égard au motif de la grève, il n'y a pas de raison qu'il y en ait sur les exercices suivants. Donc, si je considère que cet événement était un événement majeur, en fonction des renseignements que je viens de vous donner, il n'y en a pas eu avant, il y a peu de probabilité qu'il y en ait après. Dans ces cas-là, l'événement est inhabituel et donc, je suis en présence d'un élément dont les charges et les produits, pour certains d'entre eux, peuvent être enregistrés en compte de résultats exceptionnels. Reste à savoir lesquels? Ce sont les événements ou les éléments financiers qui sont spécifiques à l'événement. Autrement dit, je dois, troisième question, me dire quels sont, parmi les résultats de l'entreprise, charges et produits, tirés directement de cet événement majeur inhabituel, qui n'auraient pas été comptabilisés si jamais il n'y avait pas eu l'événement majeur. Et auquel cas, je vais affecter en charge et en produit exceptionnel les événements, les charges et les produits qu'on peut appeler supplémentaires ou complémentaires ou directement liés à cet événement. Si je reprends l'exemple de ma grève, est-ce que les salaires que je vais peut-être payer parce que les syndicats ont négocié pour que je paye les jours de grève, est-ce que ça, ce sont des événements qui vont être enregistrés dans le compte de résultats exceptionnels? Non, parce que s'il n'y avait pas eu la grève, j'aurais quand même payé les salaires. Donc, enfin, en revanche, je peux avoir des pénalités qui me sont affectées par les fournisseurs, par les clients, parce que je n'ai pas pu livrer. Et bien, dans ces cas-là, je peux considérer que les pénalités, je ne les aurais pas eues s'il n'y avait pas eu l'événement majeur inhabituel. Dans ces cas-là, ce sont des pénalités à caractère exceptionnel. D'accord? Donc, on peut dire que l'appréciation du caractère exceptionnel ou non d'un événement majeur est propre à l'entreprise. Et donc, il va falloir, pour les entreprises qui ont des commissaires aux comptes, discuter donc de façon ouverte avec le commissaire aux comptes pour pouvoir qualifier l'événement pour savoir s'il est majeur et exceptionnel. D'accord? Et alors, si j'ai un événement, si cet événement-là se prolonge sur plusieurs exercices, est-ce que je dois, sur les exercices suivants, affecter encore une fois les produits et les charges liés à cet événement qui est né dans un exercice antérieur en résultat exceptionnel? La réponse est évidemment oui. C'est l'application de la permanence des méthodes. J'ai défini en exercice 2024 un événement majeur et inhabituel. J'ai affecté en résultat exceptionnel les charges et les produits qui sont directement liées à cet événement. Si elles se produisent, ces charges et produits sur l'exercice suivant, eh bien évidemment, je l'affecterai en résultat exceptionnel. Permanence des méthodes. Alors bien évidemment, il y a des incidences. C'est que dans la nomenclature des comptes, vous allez avoir maintenant uniquement que 2 lignes de charges exceptionnelles, 2 lignes de produits exceptionnels. Il y a les autres produits exceptionnels, les comptes 678, qui sont maintenus avec des subdivisions éventuelles, et puis les dotations aux amortissements, provisions, dépréciations exceptionnelles. De la même manière, en miroir, dans les produits exceptionnels, vous allez avoir une seule ligne, autres produits exceptionnels, avec des subdivisions éventuelles, si ça vous intéresse, et puis des reprises des prestations et provisions. Toutes les autres subdivisions qui existent dans les comptes 67 et 77, toutes les autres sont supprimées au 1er janvier 2025. Ce qui veut dire que dans votre plan comptable, vous devez aller supprimer toutes les subdivisions des comptes 77 et 67 pour ne laisser que la ligne 678 et 778. Et au fur et à mesure que vous aurez des événements exceptionnels, vous pourrez créer des subdivisions. Donc, dans la présentation du compte de résultat, maintenant sur le bilan, le compte de résultat est présenté sur 2 lignes. C'est très simple. Charge exceptionnelle, produit exceptionnel, il n'y a plus donc les 4 lignes qui existaient dans le compte de résultat. D'accord? Et puis, on va devoir fournir des informations en annexe. Et bien, en annexe, on va détailler autant que possible les éléments qui sont dans les comptes
charges et produits exceptionnels pour donner une lecture la plus claire possible à la personne qui serait censée donc s'intéresser au compte. Donc, on va expliquer pourquoi l'événement est majeur, pourquoi l'événement est inhabituel. Et si on estime que c'est utile, on expliquera quelles sont les charges donc, qui ont été affectées dans le résultat exceptionnel ou quels sont les produits qui sont affectés dans ce résultat exceptionnel. Et puis, bien évidemment, on mettra en annexe tout ce qui est opération à caractère fiscal, correction d'erreurs, changement de méthode. Alors, qu'est-ce qui va se passer au bilan d'ouverture? Puisqu'on voit que, alors que j'applique la nouvelle définition 2024 en 2025, je vais avoir un problème de correspondance entre l'exercice N-1 et le nouvel exercice d'application de cette définition. Est-ce qu'il faut que je retravaille l'intégralité du bilan N-1? L'ANSEE a été excessivement gentille, peut-être même trop gentille pour certains. Elle nous dit non, écoutez, vous n'avez pas à reclasser en exercice N-1 les éléments à caractère exceptionnel que vous avez comptabilisés en fonction de la nouvelle définition. Vous les laissez en résultat exceptionnel. La seule chose qu'on vous demande, c'est de mettre tout ça sous 2 lignes, charges et produits. Mais vous n'allez pas reclasser différemment les éléments que vous aviez comptabilisés dans le résultat exceptionnel. Donc, c'est quand même très simple. Alors, quelles sont les incidences de cette nouvelle définition sur les comptes? En fiscalité. Sur les résultats fiscaux, il n'y a pas d'incidence, parce qu'en fait, qu'on affecte quelque chose en résultat exceptionnel ou en résultat courant, ça ne change pas donc l'assiette de l'impôt. En revanche, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, il peut y avoir un enjeu relativement significatif sur la CVAE, puisqu'en fait, le Conseil d'État nous dit que les normes comptables en vigueur servent de base à l'assiette de l'impôt, sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions fiscales et que leur application soit pertinente. Et dans le cas d'une appréciation économique du résultat exceptionnel, c'était le cas des entreprises qui utilisaient la définition des IFRS pour affecter leurs charges et leurs produits exceptionnels. Le juge du Conseil d'État avait estimé que c'est la réglementation comptable qui devait s'appliquer, c'est-à-dire l'affectation par nature des charges. Donc là, on voit qu'on va vers une plus grande sécurité, au moins sur le troisième arrêt, plus grande sécurité pour les entreprises, à la condition qu'elles conservent bien la mémoire de l'explication de la raison pour laquelle l'événement était majeur, inhabituel, et que les charges et les produits avaient un caractère complémentaire à celles qui auraient dû être enregistrées avant. Donc ça veut dire qu'on va vers plus de sécurité, je pense, un peu moins d'assiettes de CVAE, puisqu'on va remonter beaucoup plus de charges dites exceptionnelles en charges courantes. Mais pour cela, il va falloir densifier l'annexe pour expliquer si on doit redescendre des produits, par exemple, en produits exceptionnels, pourquoi le produit est tiré d'un événement majeur et inhabituel. Quelques questions sur l'appréciation du caractère exceptionnel ou non, que je livre à votre réflexion. On a parlé, est-ce qu'une grève générale, c'est un événement majeur et inhabituel? Ça dépendra de l'entreprise. On a parlé. Une cyberattaque, est-ce que c'est un événement majeur? Si les incidents sont importants, on peut dire que oui. Est-ce qu'il est inhabituel? On en discute, je ne sais pas. En tout cas, je peux dire, si je n'en ai pas eu avant, a priori, il est inhabituel. Est-ce que j'ai des chances d'en avoir après? A priori, si j'ai eu une cyberattaque, je vais changer mon système informatique pour que je n'en ai pas d'autres. Donc, je peux répondre a priori par le négatif. Donc, on peut dire que l'événement a toutes les chances d'être un événement à caractère exceptionnel. Et quels sont les éléments que je pourrais mettre dans les charges? Probablement la rançon, si j'ai eu une rançon, par exemple. Donc, l'expropriation, un arrêt de production, tout ça, ce sont des réflexions que l'on peut avoir pour savoir si ce sont des événements probables. Un redressement fiscal, je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas que l'événement soit majeur, inhabituel. Pour les grandes entreprises, on sait qu'elles sont contrôlées très, très régulièrement, donc l'événement n'est pas majeur. On peut se dire que dans une entreprise plutôt du secteur agricole où on a des occurrences de contrôles fiscaux excessivement faibles, on peut se dire que s'il y a un contrôle, peut-être que l'événement est majeur. Peut-être, d'accord. Que l'événement est inhabituel, mais est-ce que c'est un événement majeur? Je laisse ça à votre appréciation. Donc tout ça, c'est la discussion au cas par cas. Voilà, et puis, est-ce qu'on peut considérer qu'avoir une même nature de charge simultanément en exploitation et en exceptionnel peut encore exister? Par exemple, des créances irrécouvrables,
Est-ce que je peux considérer que je peux avoir des créances irrécouvrables qui sont liées à un événement majeur, alors que d'autres sont des éléments courants? Je pense que oui, ça peut exister. Je peux avoir dans certaines activités des créances. Je sais que j'ai une espèce de perte au feu qui est récurrente. On peut considérer que ces pertes au feu ne sont pas liées à un événement majeur. En revanche, je peux avoir donc une créance lourde dans lesquelles j'avais des garanties. Les garanties s'avèrent donc inapplicables et on peut considérer que l'événement serait majeur et inhabituel. Donc, dans certains cas, on pourrait très bien avoir à la fois des créances irrécouvrables inscrites en compte de résultats courants et parfois d'autres à inscrire en résultats exceptionnels. Mais encore une fois, c'est au cas par cas. Voilà, donc pour les entreprises, bon, pour les petites entreprises, à part la modernisation des comptes, il n'y a pas énormément de choses à faire. En revanche, pour les grandes entreprises, il y a quand même pas mal de réflexions à avoir en amont. Donc, moderniser le RP, l'adapter, c'est-à-dire adapter la gestion des immobilisations, peut-être le SIRH, probablement donc l'alias fiscal, les CTU, les outils de conso BFC. Ce sont toutes des choses qu'il faut faire donc, en amont donc de l'application de la modernisation des états financiers, et puis donc ouvrir les nouvelles subdivisions de comptes, et puis fermer toutes les subdivisions qui sont maintenant, qui devraient disparaître maintenant, enfin au 1er janvier 2025. Donc voilà globalement ce que je peux dire sur le résultat exceptionnel. Sur la suppression du transfert de la technique de transfert de charge, ça va être plus rapide. Le principe que l'on avait jusqu'à présent, et que l'on a toujours, c'est que l'on affecte les charges selon leur nature. Et on le fait au moment de l'enregistrement. Lorsque j'ai une prime d'assurance, je l'affecte en prime d'assurance. Parce que je sais que c'est une prime d'assurance, c'est par nature. Et dans le plan comptable, j'ai l'interdiction de créditer une charge. Mais parfois, je peux m'apercevoir que la nature de la charge, au moment où je l'achète, ne correspond pas à sa nature effective. Parce que j'ai acheté, simplifié, une prime d'assurance, mais en fin de compte, cette prime d'assurance, ce n'est pas une prime d'assurance, c'est un avantage en nature ou un avantage en argent que j'accorde à un collaborateur. Donc en fait, je devrais la reclasser en compte de salaire. Mais pour la reclasser en compte de salaire, il fallait que je crédite le compte 616 et que je le affecte en compte 64. Ça, normalement, c'était interdit. Et c'est pour ça qu'on utilisait le compte 79. Alors, il y avait les dérogations, donc nous prévoyaient, c'est ce que je disais, prévoyaient donc de raffecter donc, dans certains comptes de charge ou à l'actif, parce que je pouvais avoir une charge par nature que j'affectais en charge, et puis constater au cours de l'exercice qu'en fait, c'était un élément d'actif, parce que la charge permettait, par exemple, la construction d'une immobilisation. Les salaires que je payais tous les mois à certains collaborateurs servaient à construire une immobilisation. Je devais les réaffecter en compte d'immobilisation, ou alors c'était des frais qu'on devait réaffecter on ferait en mettre en compte en 48. Donc, qu'est-ce que l'on faisait? On utilisait soit la technique du transfert de charge pour affecter à l'actif, soit on utilisait le compte de production immobilisé. Ce qui se passe maintenant, c'est que le plan comptable, dans le plan des comptes, il y a la suppression de la notion de transfert de charge dans l'article qui énumère les produits de l'exercice. Il n'y a plus la référence au transfert de charge. Donc, le transfert de charge disparaît. Ce qui va se passer, c'est qu'on va ajuster les charges initialement débitées, mais mal débitées, ou tout au moins, il n'y a pas forcément d'erreur, ce n'est pas une correction d'erreur, c'est qu'au moment où j'affecte la charge, je considère dans mon exemple que c'est une prime d'assurance, mais qu'en fin de compte, elle a une autre affectation, c'est un compte de salaire. C'est un avantage en nature. Et bien dans ces cas-là, je vais affecter la charge toujours en deux temps, d'abord par nature, et ensuite je transfère ou au compte de bilan, ou au compte de charge de résultat, par le crédit d'une charge. Soit de cette charge, soit d'une charge qui va avoir, vous allez décider de la structure de la charge, mais vous mettrez un numéro 9 en troisième ligne. Parce que normalement, on doit réaffecter systématiquement la charge par le crédit de celle qui a été débitée initialement. Mais dans certaines entreprises, ça va poser des problèmes parce qu'il y a beaucoup trop d'opérations affectées. Et dans ces cas-là, on leur dit, si ça vous pose un problème
de créditer systématiquement donc, la charge qui a été initialement débitée, dans ces cas-là, vous pouvez créer un compte générique. Par exemple, eh bien, pour pouvoir créditer tous les comptes enregistrés en 61, on va pouvoir créer par exemple un compte 619. Et pour pouvoir créditer tous les comptes qui sont inscrits en 62, vous allez pouvoir créer par exemple un compte 629. En tout cas, on vous dit, vous allez pouvoir créer un compte de charge créditeur qui pourra être affecté sur la ligne de compte de résultat, dans le compte de résultat, dans la présentation du compte de résultat de l'entreprise, sur la même ligne. Par exemple, autre charge. Voilà. C'est ce que l'on peut faire. Et puis, l'ANC nous dit qu'il y a un traitement très particulier pour certaines charges. Il nous guide. L'activation des frais d'emprunt. Eh bien maintenant, on n'a pas besoin de passer par un compte de charge. Si vous savez que ces frais sont directement affectables donc en frais d'emprunt, eh bien vous allez directement affecter les frais dans le compte 481 sans passer par un compte de charge que l'on crédite et que l'on affecte en compte 481. On affecte directement un compte 481 et ensuite on amortit. Les refacturations de frais de personnel. Il y avait deux techniques possibles. La bonne technique, c'était d'utiliser un compte 708. Un compte de produits facturés, de services. La technique acceptée, mais qui n'était pas la meilleure, c'était d'utiliser un compte 791, un compte de transfert de charge. On voit que le compte de transfert de charge n'existant plus, ben chaque fois que l'on refacturera des frais de personnel, il faudra forcément passer par un compte 708. Ensuite, il y a les remboursements de charges sur salaire et aide fiscale. Lorsque la prévoyance vous rembourse rembourse à l'entreprise des charges qui ont été supportées par elle pour un salarié qui est absent, eh bien, on ne peut plus les mettre en compte 79. Dans ces cas-là, on les mettra automatiquement dans un compte créé à cet effet, qui est le compte 649, remboursement de charges de personnel. Les avantages en nature, alors c'est sûrement le point le plus important parce qu'il va falloir modifier tout le système, le SIRH, pour être sûr qu'en fait, on va avoir des écritures qui sont conformes à celles que l'on peut enregistrer. Donc là, il y a un vrai travail à faire en amont avec les gestionnaires des payes, qu'ils soient internes à l'entreprise ou externes. Actuellement, il y a deux méthodes de comptabilisation. La première, c'est on débite le compte de charge de personnel, le compte 64, soit par un crédit 79, ça, c'était la bonne technique, soit par un crédit de classe 6, souvent un compte 64, X, Y, etc. Et puis, pour certaines opérations, on utilisait le compte 708, c'était pour la mise à disposition d'un bien. Voilà. Et puis, la deuxième technique de transfert de charge, qui était parfois utilisé, c'était qu'on enregistrait les comptes directement les comptes de charge avantage en nature dès lors que c'était identifié dans un compte 64X par exemple, par le crédit d'un compte 64Y par exemple. Donc, les conséquences de la suppression du transfert de charge, c'est qu'il y a toujours deux méthodes. La deuxième ne change pas, les comptes 64X, 64Y, vous pouvez toujours appliquer cette méthode-là, il n'y a pas d'incidence. En revanche, sur la première méthode, il n'y a plus le compte 79. Donc, on va forcément passer soit par un compte 6 créditeurs, soit on passera par un compte 708 quand c'est la mise à disposition gratuite d'un bien. Et pour rappel, ça c'est un rappel de fiscalité, le Code général des impôts, dans son article 54 bis, précise que les avantages en nature ne sont déductibles que s'ils sont comptabilisés par personne. Et donc, il faut normalement avoir un état de l'ensemble des avantages en nature, personne par personne, nature par nature. Donc, Madame X, elle a une assurance, un véhicule, etc. Et donc, avec le détail des montants, avec le total, c'est l'obligation qui est faite par le Code général des impôts pour que les avantages en nature soient déductibles. On ne peut pas l'enregistrer comme ça en comptabilité, donc on doit tenir normalement une annexe dite article 54 bis. Alors, ce n'est pas forcément vrai pour toutes les entreprises, puisque le contrôle fiscal n'est pas forcément égaux devant le contrôle. Il y a des entreprises dans lesquelles le vérificateur va s'intéresser à ces opérations-là, peut-être des entreprises de taille petite ou moyenne, et il y a fort peu de chances que le vérificateur s'intéresse à cette problématique-là dans les grandes entreprises. Mais l'obligation, c'est de tenir un état par personne. Les indemnités d'assurance, eh bien,
toutes les indemnités d'assurance seront comptabilisées. Maintenant, un compte nouveau à créer, qui est le compte 7587. Voilà. Il n'y a plus de possibilité de l'enregistrement en charge exceptionnelle, sauf si vous estimez que c'est un événement majeur à caractère inhabituel. Dans ces cas-là, on pourra l'affecter. Sinon, c'est systématiquement un compte de résultat d'exploitation. Alors, quels sont les impacts de la suppression du transfert de charge en fiscalité? Il n'y a aucun impact sur le résultat imposable. Il y a peu d'impact sur la valeur ajoutée servant de base à la CVAE et au plafonnement de la CET, à la condition que les entreprises aient fait une bonne lecture du compte 791 qu'elles utilisaient. Autrement dit, quand on plaçait des éléments, enfin des opérations dans le compte 791, quand on faisait la déclaration de la base de la CVAE, on devait aller regarder dans le compte 791 les opérations qui se rapportaient un élément entrant dans la CVAE et celles qui se rapportaient un événement qui n'entrait pas dans la CVAE, et on ne prenait que les premières. Par exemple, les comptes d'avantage en nature, c'était un produit qui venait compenser une charge qui n'était pas dans la CVAE, on ne prenait pas le produit. Voilà, donc on devait faire ce travail-là. Il était plus ou moins bien fait. Maintenant, avec la nouvelle affectation, la suppression du transfert de charge, les nouvelles affectations qui en résultent, le travail va être fait de façon naturelle. Donc, il n'y aura plus d'écart possible. Mais à part l'erreur qui était commise avant, il n'y a pas d'incidence significative de la technique de la suppression du transfert de charge sur la base de la CVAE ou de la CET. En revanche, il peut y avoir des impacts sur la participation, voire sur l'intéressement en fonction de la définition propre à l'entreprise de la base d'assujettissement à l'intéressement. Donc, pour les entreprises un petit peu plus grandes, il y a peut-être donc un impact de sensibilité à faire pour savoir si cette suppression de la technique du transfert de charge a une incidence ou non sur la participation. Et puis, je dirais que ça peut être la même chose d'ailleurs sur la technique de la modernisation de la définition du résultat exceptionnel. Alors, les retours d'expérience, on peut dire, ce que vous devriez faire ou anticiper, c'est identifier les schémas comptables qui sont pratiqués pour la facturation de la mise à disposition de personnel, pour éviter dans les entreprises importantes qu'on utilise encore le compte 119, les aides et remboursements de charges sociales, pour être sûr qu'en fait, ça va être affecté maintenant dans les bons comptes qui vont être nouvellement créés, les avantages en nature, les indemnités d'assurance, la répartition des frais d'émission d'emprunt. Donc là, il y a des opérations comptables à modifier, des schémas d'écriture à modifier. Et puis, l'incidence de cette suppression sur les systèmes d'information, quand on est dans une entreprise assez importante, qu'on a un ERP, il va falloir aller voir la cartographie des flux du système d'information. À mon avis, particulièrement ceux du CRM de gestion, du facturier, et puis ouvrir des subdivisions de comptes, les comptes 708, mise à disposition de personnel, les comptes 649, comptes créditeurs, éventuellement, je disais, un compte générique créditeur 619 ou 629. Voilà, ouvrir les comptes, les nouveaux comptes, par exemple, d'indemnité d'assurance, quand même des choses relativement récurrentes dans les entreprises, voilà. Et puis faire un mapping de ces nouveaux comptes ouverts avec la CRM de gestion pour être sûr que tout ça fonctionne bien. Et puis supprimer tous les comptes de transfert de charges qui pouvaient exister dans l'entreprise. Essentiellement le compte 791, possiblement, mais ils étaient peu utilisés, les comptes 796 et 797. Voilà ce que l'on peut dire sur la modernisation de la comptabilité à travers le résultat exceptionnel et puis la technique de transfert de charges. Reste à voir la modernisation du plan de compte et des états financiers. C'est relativement rapide, puisqu'on peut dire que d'abord, on va supprimer tous les comptes qui sont obsolètes. Alors, je ne peux pas vous dire, je sais qu'il y a 200 comptes qui ont été modifiés, à peu près 200 comptes. Le problème, c'est que dans le règlement ANC, il n'y a pas la liste des comptes qui sont supprimés. Il faut les faire par comparaison entre ce qui existait dans le plan comptable avant le modèle ANC 2022-06 et ce qui existe dans le plan comptable après le modèle ANC 2022-06. Mais l'ANC nous dit qu'il y a 200 comptes supprimés. Ce que vous allez faire, vous, c'est que vous allez devoir supprimer, bien évidemment, le compte 79. Ensuite, vous allez supprimer tous les comptes 77 en laissant uniquement le compte 678. Tous les comptes 77 en laissant uniquement le compte
le compte 78. On va supprimer tout ça. Et ensuite, vous allez devoir ouvrir toutes les subdivisions nouvelles. Alors, par exemple, les cessions d'éléments d'actifs, on voit que ce ne sont plus des opérations exceptionnelles, ce sont des opérations courantes. Donc, on va ouvrir des subdivisions de comptes 75 et 65, autres produits et charges de gestion courante. Ou alors, lorsque l'on va vendre des actifs qui sont des actifs financiers, ben, il y a le compte 76 et 66. La quote-part des subventions d'investissement, on supprime le compte 777, hein, on l'a vu tout à l'heure, et on va créer donc, le compte 747. On va créer le compte 649 créditeur pour enregistrer tous les remboursements que l'on pourrait obtenir, soit de l'administration fiscale ou des organismes sociaux. Les pénalités et autres charges sont affectées maintenant au compte 658. Et puis, si vous estimez qu'elles sont liées à un événement majeur et exceptionnel, vous créerez, lorsque ça sera nécessaire, une subdivision du compte 678. Indemnités et autres produits, vous allez créer la subdivision du compte 758. Autre point, je disais qu'il y a simplification des états financiers. Bien, actuellement, il y a 7 modèles de bilan et 6 modèles de compte de résultats. Alors, c'est en ligne, en colonne, c'est avant ou après répartition, c'est le modèle abrégé, c'est le modèle développé. Tout un tas d'états qui n'étaient pas utilisés ou très peu utilisés. Maintenant, on maintient uniquement que 2 bilans, ceux que l'on utilisait généralement, et 2 comptes de résultats, ceux qui étaient généralement utilisés, c'est-à-dire un bilan en tableau, un compte de résultats en ligne, dans un système de base pour les 2 premiers, un système abrégé pour les 2 suivants. Et puis, pour terminer, on va dire qu'il y a des nouvelles présentations des informations en annexe. Donc là, je vous engage à aller voir le modèle ANC. Il y a tout un tas de dans le règlement ANC, il y a tout un tas de modèles de présentation d'annexes. Donc, ce sont il y a une création assez importante de tableaux normés. Certains sont obligatoires, d'autres ne le sont pas. Et puis, on vous rappelle que pour la première application des nouvelles définitions, notamment du résultat exceptionnel, il n'y a pas de retraitement des comptes exceptionnels l'exercice N-1. On va simplement réduire le compte de charges exceptionnelles et le compte de produits exceptionnels à une ligne. Et puis vous mettrez en annexe les renseignements que vous jugerez utiles pour expliquer le passage entre quelque chose qui pourrait être une technique de résultats exceptionnels, par exemple sur l'exercice 2024, et la nouvelle technique sur l'exercice 2025, pour qu'il y ait donc une lecture assez claire des comptes. Alors pour les entreprises qui ont un commissaire aux comptes, il est évident qu'il faudra discuter de tout cela avec son commissaire aux comptes. J'ai terminé et j'ai peut-être des questions. Je vois que j'en ai 12. J'espère que c'est trop rapide. Merci Vital pour cette présentation. Effectivement, on va répondre aux questions du chat. Donc, on a Jérôme qui demande « Est-ce qu'un contrôle fiscal, par exemple, peut être considéré comme exceptionnel ou de l'activité courante d'une société ?» Alors, je crois, peut-être la question était posée avant que j'y réponde tout à l'heure. Oui. A priori, non, ça sera du résultat courant. C'est normalement du résultat courant, ça peut être donc un événement majeur. Il faudrait que ce soit une entreprise qui n'ait pas de chance d'être contrôlée. Enfin, l'événement majeur, il faudrait qu'il y ait un redressement très, très important. Et puis, pour que ce soit inhabituel, il faudrait se dire, tiens, je suis dans une entreprise qui n'a quasiment aucune chance d'être contrôlée. Ce qui est très rare, en fait, très, très rare. Donc, a priori, on est globalement tous d'accord pour dire que le contrôle fiscal n'est pas un événement majeur et à caractère inhabituel. Merci. On a aussi Jérôme qui demande si cela fonctionne pour une facture d'avoir. Alors, qu'est-ce qui peut fonctionner pour une facture d'avoir ? Une facture d'avoir que l'on pourrait... Je suppose que la question, c'est est-ce qu'une facture d'avoir que l'on a pourrait avoir donc, une incidence éventuelle sur le résultat exceptionnel ? En fait, la facture d'avoir, si c'est un très, très gros avoir, vous allez vous poser la question, est-ce que l'événement est majeur ? J'en suis pas certain. Est-ce qu'il est à caractère inhabituel ? Ça veut dire qu'en fait, un compte, un avoir, c'est quoi ? C'est soit une correction d'une erreur sur une livraison que j'ai eue, c'est pas un événement inhabituel, je ne crois pas.
Et puis, ou alors, qu'est-ce que c'est? C'est un rabais parce qu'il y a eu quelque chose de très, très important, une faute assez importante commise par un fournisseur, par exemple. Voilà. Peut-être qu'on pourrait se dire que c'est inhabituel. Et si vous estimez que ça a une lecture, ça peut avoir une incidence importante sur la lecture que l'on pourrait faire du compte de résultat, dans ces cas-là, vous pourriez donc très bien considérer que l'événement est majeur inhabituel et que cet avoir qui n'aurait jamais dû avoir lieu si l'événement n'avait pas, si la faute de fournisseur n'avait pas eu lieu, a un caractère de produit exceptionnel. Encore une fois, ce sont des éléments très, très subjectifs. C'est entreprise par entreprise qu'il faut raisonner. Et on a Aurélie qui pensait qu'il n'y avait plus de CVAE. Ah, bah non, ça, il faut toujours se méfier des promesses qui portent sur les exercices futurs. Pour la petite histoire, j'ai participé en 2014 aux assises de la fiscalité, qui avaient été voulues par le gouvernement à l'époque. Je représentais l'ordre des experts comptables là-bas, et on avait obtenu, enfin certains avaient obtenu, la suppression de la C3S. Tout le monde était parti, donc fiers d'avoir obtenu quelque chose, notamment les syndicats des grandes entreprises qui étaient tout contents d'avoir obtenu la suppression de la CVE, parce que ça portait surtout sur les grosses entreprises. Et puis on s'est aperçu que la suppression devait avoir lieu en 3 années et que les grosses entreprises, donc, alors que ça devait être supprimé en 2017, payent toujours la C3S. La CVE, c'est pareil, on nous a fait une promesse de la suppression de la C3S en plusieurs exercices, et là, donc on a dit qu'on repoussait. Donc la suppression, la dernière tranche de la suppression, à plus tard. Donc elle existe toujours. Merci beaucoup, Vital. Comme vous l'avez évoqué, Vital, si les participants dans le chat ont des questions plus précises, vous avez un formulaire qui vous a été communiqué par notre modératrice Stéphanie dans le chat. Si vous souhaitez poursuivre l'échange pour aborder de manière un peu plus précise et un peu plus personnalisée vos situations. Il me semble que nous avons fait le tour des questions dans le chat. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier, à la fois Vital pour l'animation et la présentation très précise de ce sujet, et aussi à tous nos participants pour nous avoir écoutés. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine matinale. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir.